Merci beaucoup de votre présence en cette soirée un peu ensoleillée qui fait que voilà, on aurait bien aimé une salle plus pleine, mais vous allez en parler tous autour de vous, de façon à ce que le mot passe. Moi, c'est ce que je dis toujours, nous les distributeurs, on est des passeurs de films. Les producteurs les produisent, les réalisateurs les réalisent, et puis nous, on les amène au public à travers des salles de cinéma comme ici, le MK de Beaubourg, qui nous vraiment soutient la plupart de nos sorties de films. Et ensuite, c'est à vous de continuer ce passage, puisque quand il y a des grosses sociétés de distribution qui ont énormément de moyens pour faire des grandes campagnes de publicité, nous, notre meilleur plan marketing, c'est vous, en fait. C'est le bouche à oreille, c'est le public. Donc on compte sur vous pour en parler autour de vous et pour que ça fasse boule de neige, parce que c'est vraiment un film que moi j'ai découvert l'année dernière à l'occasion de sa sélection à la CID à Cannes. Donc on a la CID qui est là avec nous ce soir. Et j'ai été extrêmement touchée par ce film parce qu'il allie l'humour, la tendresse et un certain sarcasme aussi. Et donc c'est tout en finesse, voilà, c'est un film qui est très fin, qui rentre dans aucune case, ce qui fait que ça n'a pas été forcément évident non plus de distribuer, parce qu'en France on aime bien mettre les choses dans des cases, donc c'est pas le film latino typique, c'est pas la comédie typique, voilà. Mais il y a en tout cas une mélancolie et une drôlerie qui traverse tout le film et qui est très douce, comme Yahir, qui est là aussi, qui nous fait le plaisir d'être venu de Buenos Aires. Donc je vous souhaite une bonne projection, ils vont vous dire quelques mots et puis on sera là après pour discuter avec vous. Oui, merci. Et bonsoir à tous, et merci d'être là. Et même si je sais qu'il y a un match de football très important, c'est plus important. Et j'espère que vous aimerez le film. Y un se voit après. Y una cosa en español, que estoy muy contento de estar acá y que es muy importante para mí estrenar en este país y en esta ciudad, que pasé los últimos días de mi padre, lo pasé aquí con él. Así que eso. Et je suis très heureux d'être ici ce soir, en particulier dans cette ville, parce que c'est ici que j'ai passé les derniers jours avec mon père. Oui, así que gracias. Merci encore. Merci Yahir. Oui, moi je m'appelle Marc-Antoine Vaugeois, je suis cinéaste et membre de la CID, l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion, qui tous les ans a une programmation au Festival de Cannes. Donc on compose une programmation de films français et étrangers aussi. Et parmi tous les films qu'on avait reçus l'année dernière, on avait été nombreux dans le comité de programmation à être très touchés par le film de Yahir, qui est Jeanne l'a très bien introduit, donc je ne vais pas en dire plus. Je préfère que vous découvriez le film et qu'on en parle après. Mais voilà, moi c'était un grand plaisir, puisque l'année dernière j'ai eu du coup la chance d'aller à Cannes pour présenter le film là-bas et rencontrer Yahir et une partie de son équipe, et ça avait été un grand plaisir de présenter le film en avant-première mondiale là-bas et de rencontrer Yahir et de parler du film avec lui et de le retrouver là ce soir avec vous pour en parler à nouveau. C'est important, donc voilà, je vous souhaite une belle projection et on sera ravis de discuter avec vous après. Voilà, j'espère que le film vous a plu. Évidemment, on va commencer un peu la discussion avec Yahir à propos de son film. Et bien sûr, si vous avez des réactions ou des questions que vous voulez poser à Yahir, il ne faut absolument pas hésiter. Pour commencer, c'est un film qui nous a énormément plu, énormément touché, et au moment où on faisait la programmation de Cannes l'année dernière, parce que c'est un film qui a une espèce de simplicité, de modestie apparente, mais son écriture et sa mise en scène et sa construction rentre en fait assez en profondeur dans
dans la monstration des rapports humains, dans la manière de représenter une certaine classe sociale et un certain rapport un rapport à tout un tas de sujets qui nous a énormément touchés par sa singularité et son originalité. Et on pourra aborder chacun de ces aspects, puisque le film les montre a vraiment une approche assez personnelle et assez précise pour chacune de ces parties. Mais peut-être pour commencer simplement, aussi une chose qui nous a beaucoup ému, c'est de voir Yahir être à la fois l'acteur principal de son film, parce que Yahir évidemment est aussi acteur en plus d'être réalisateur, et c'est un choix fort d'être comme ça le protagoniste principal de son film, et c'est quelque chose qui nous a beaucoup aussi interpellé, beaucoup plu quand on a découvert le film. Et peut-être commencer par cette question assez simple, au-delà de toutes les questions de partie autobiographique dans le film ou quoi, c'est qu'est-ce qui a motivé le désir de Yahir de jouer dans son propre film? Para mí era importante contar una película con un contenido queer que tuviera cuerpos disidentes, no hegemónicos, y obviamente actuar, porque para algo me hice director. ¿Sí? ¿Querés decir eso? Y para mí era importante también, no solo como actor, sino como director, contar una película sobre la clase media y la muerte que yo no había visto, y un estado de ánimo que tampoco había visto en la película, como en otras películas, como qué pasa cuando alguien atraviesa eso. Y sentía que quizás eso lo podía representar solo alguien que un poco entendiera y conociera ese estado, me parece, para que tuviera más verdad. Oui, tout d'abord, j'ai choisi de jouer dans ce film parce que je voulais montrer des corps dissidents, des corps qui ne soient pas hégémoniques. Et donc, le fait de jouer dans mes propres films me permet de faire ça. Et sinon, c'était aussi important pour moi de montrer une certaine classe sociale, donc la classe moyenne, et de montrer comment cette classe-là vivait le deuil d'une manière que moi, je n'avais jamais vue dans le cinéma. Et je me dis que il faut un état d'esprit particulier. Il faut vraiment que la personne qui représente ça ait vécu pour pouvoir le transmettre, que ça aurait plus d'authenticité. Ça permet de parler tout de suite d'un aspect important du film et qui nous a beaucoup touché, en tout cas moi, qui m'a énormément touché en découvrant le film, c'est effectivement le rapport très concret, très matériel dans chaque situation que traverse le protagoniste et tous les membres de sa communauté, tous les membres de sa famille, le rapport toujours très concret à la vie matérielle, au coût de la vie, à ce que si on est attentif au film, dans chacune des scènes, les personnages sont toujours attentifs au risque qu'ils courent économiquement, physiquement, à ce qui va les mettre en difficulté, à ce qui va les rendre encore plus vulnérables dans la vie. Et ça, c'est vraiment par des touches qui sont très précises et disséminées tout du long du film. Comme ça, on accède à la réalité, on accède à la réalité de ces personnages et ça fait une peinture qui est très précise justement de la classe sociale à laquelle ils appartiennent, de comment ils se comportent entre eux et comment ils réagissent aux aléas de la vie à l'aune de ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Et du coup, c'est une des grandes forces du film. Et Yahir, peut-être que tu nous expliques du coup ton approche, parce que tu es passé par le documentaire à un moment donné dans ton parcours de cinéaste. Tu m'avais raconté quand on s'est rencontrés à Cannes l'année dernière que pour certaines scènes, notamment pour la longue et belle scène de repas de famille, la fête juive, tu avais aussi cherché une qualité documentaire
dans la mise en scène et dans le jeu avec, entre tous les acteurs. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de cette importance que tu accordes à tous les éléments concrets, matériels de la vie, quoi, du coup des choses? Sí. Son, creo que, dos partes distintas en la pregunta, pero me parece que el dinero es importante para las personas, sobre todo cuando no lo tienen, y me parece que la clase media está muy presente ese problema, como que a veces lo tienen y a veces no, y sobre todo en Argentina pasa algo que es que el dinero tiene tanto valor que no vale nada, es tan importante y tan lo que determina mucho el estado de ánimo de la gente, que al final es lo mismo que nada, que se va como agua, porque ya nadie sabe cuánto vale nada. De hecho, esta película, desde que se hizo hasta este momento, tuvo mucha inflación, entonces los precios están muy distorsionados. Y en relación a lo material, para mí los objetos son importantes porque me parece que pueden sensibilizar, transportarte, generar una sensibilidad, desde un cuadro o una cosa más artística hasta una ropa o una cajita o cualquier cosa que pueda tener un valor simbolique. Eso por un lado. Pour moi, la question est divisée en deux parties. Donc, tout d'abord, l'argent, c'est vraiment un élément très important, surtout quand on n'en a pas. Et donc, ça parle beaucoup aux classes moyennes qui parfois ont de l'argent, parfois n'en ont pas. Et en Argentine, ça prend encore plus d'ampleur parce que c'est quelque chose de tellement central et à la fois tellement volatile. C'est ce qui définit l'état d'esprit de tout le monde. Mais en même temps, c'est hyper mouvant. Et d'ailleurs, depuis qu'on a tourné le film, les prix qui sont mentionnés ne veulent plus rien dire parce que l'inflation a encore gonflé. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement volatile. Et après, pour ce qui est du côté matériel, pour moi, les objets sont très importants quand on veut sensibiliser, transporter le spectateur, créer une sensibilité particulière. Et on peut faire ça à travers des tableaux, de la peinture, mais aussi à travers un vêtement ou une boîte, n'importe quel objet qui ait une valeur symbolique. Y yo creo que los objetos, sin ser superficiales, a veces construyen también una personalidad. El ejemplo más claro que me viene ahora es en la cena de Pesaj, que la tía usa platos descartables. Y esa elección me parece que la describe bastante a ella, que no tiene que ver con lo económico, porque podría ser un plato duro, no necesariamente de oro, pero me parece que las familias judías y las familias en el mundo se distinguen mucho también como por cómo sirven en cada evento una mesa, qué importancia le dan, qué relevancia. Y para mí era muy importante que en esa escena se viviera esa realidad que tiene una celebración de esa magnitud. Et les objets aussi, au-delà du côté ce qui peut sembler un peu superficiel, sont une manière de montrer la personnalité des personnages. Et l'exemple parfait pour ça, c'est la tante pendant la fête de Pessa. Le fait qu'elle utilise des plats jetables en papier, bah, ça veut tout dire. Alors que c'est même pas une question économique, il ne s'agit pas de présenter des plats en or ou juste un plat dur, mais pour moi, c'était un moyen de montrer comment les familles, les différentes manières qu'elles ont d'envisager l'accueil, le service, et de montrer la réalité de la célébration. Et puis un autre élément aussi important qui donne cette force à chacune des situations, c'est l'importance aussi que tu donnes justement au corps à travers tout un tas d'aspects, que ce soit les moments où le moment où les personnages, ou le personnage de la mère, ou le personnage principal que tu incarnes sont blessés, et ce sont pas des incidents, des blessures spectaculaires à chaque fois, mais ce qui est très beau dans le film, c'est qu'on sent que pour ces personnages, c'est quelque chose momentanément de fort, de dur, que c'est des épreuves en fait, ces moments-là.
et que ça a un impact, que ça a un impact direct sur leur vie aussi. Il y a quelque chose qui s'écrit tout le long du film dans les corps. Il y a aussi, avec cet élément qui est peut-être plus comique, du rouge à lèvres bleu aussi, que ton personnage, à la fin, se retrouve à être obligé d'arborer, comme s'il était obligé d'afficher quelque chose, un aspect de sa personnalité aussi. Et même, en revoyant le film là, tout récemment, j'ai été frappé aussi par ce que produit cette Minerve à la fin, que le personnage porte à la fin du film, où tout à coup, on a l'impression que sa tête est séparée de son corps, que sa tête est comme quelque chose qui l'oblige à sortir enfin de lui-même, comme s'il il devait en passer par là, ça devait passer par une épreuve physique pour qu'il puisse avoir cet élan pour aller enfin voir son père. Et ça aussi, c'est une écriture qui est très subtile et qui nous a aussi beaucoup frappé dans ton film. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça, Yair, de l'importance que tu donnes à cette écriture des choses aussi sur les corps des personnages? Bueno, me parece una buena observación lo de la división de la cabeza del cuerpo, y puede ser que este personaje sea de esos. Yo creo que igual también para mí la rotura del cuello, o el golpe o los labios, tiene que ver más con algo, con un dolor o una marca que acompaña un poco para siempre, que es permanente. Y en relación a los cuerpos, como dije antes, para mí era importante mostrar en cine cuerpos gordos, y sobre todo en películas gays, que en general muestran siempre un mismo estereotipo de cuerpos y de maneras de ser gay. Y la realidad es que en general también en todas las películas, en casi todas las películas, sobre todo en Argentina, me parece que también pasa en Hollywood, acá supongo que un poco también, los actores y las actrices que son protagonistas en general son flacos. Y no llegan a donde llegan por ser los mejores, sino, y lo digo convencido porque soy director de casting, que llegan lejos por ser flacos. Quizás son muy buenos actores, pero tuvieron oportunidades por el tipo de cuerpo que tienen. Eso por un lado. C'est une très bonne remarque que vous avez faite sur le personnage dont la tête est séparée du reste du corps, c'est peut-être le cas. Après, pour moi, le cou, les lèvres et toutes ces autres marques-là sont une marque, une manière de représenter cette douleur qui sera permanente, qui va toujours accompagner le personnage. Et au-delà de ça, comme j'ai dit précédemment, c'était important pour moi de montrer des corps gros, des corps qui ne correspondent pas aux stéréotypes gays qu'on voit très souvent dans le cinéma gay, des corps parfaits. Et je pense que de manière générale, dans le cinéma, que ce soit en Argentine, à Hollywood ou ici, on voit les personnages principaux ont tendance à être minces, et il y a beaucoup d'acteurs qui sont allés loin, pas parce qu'ils étaient forcément les meilleurs, et je le dis en connaissance de cause parce que je suis directeur de casting, mais parce que tout simplement ils avaient le bon physique, le bon corps pour l'emploi, et ça a fait qu'ils ont eu beaucoup plus de chances et d'opportunités que les autres. Y un ejemplo muy claro, a mí me pasa con esta película, que la he mostrado, bueno, hace un año ya que se estrenó en ACID, y siempre que la gente ve la primera escena, me dice que soy muy valiente. Y que eso yo sabía que me iba a pasar, porque la gente no está acostumbrada a ver un gordo en pantalla. Y lo lamento por él, pero siempre digo lo mismo. Pero si en la primera escena estuviera Timothy Chalamet sin remera, nadie le diría que es muy valiente. Entonces para mí ese juego con el público es interesante, porque se pone al público se pone incómodo, se corre del lugar donde está acostumbrado a ver una película, que es lo que está esperando ver de una película. Y de repente cuando ven un cuerpo gordo, les perturba, para bien, para mal, les agrada, les desagrada, pero no es intrascendente un gordo en la pantalla. Et
Et l'exemple typique que je vais donner, c'est la première scène. Tout le monde souvent on me dit à l'issue de la projection, ah, t'es vraiment courageux d'avoir fait cette scène. Enfin, je le savais que ça serait comme ça, je n'étais pas surpris parce que les gens n'ont pas l'habitude de voir des corps de gros sur le grand écran. Mais je pense que si Timothée Chalamet, je le dis absolument sans aucune rancune par rapport à lui, avait fait la même scène, personne ne le trouverait courageux. Cette scène met très mal à l'aise, perturbe parce que le public est en perte de repère. Donc est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Enfin, ça peut être parfois ils aiment, parfois ils aiment moins. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne laisse pas du tout indifférent. Oui, cette première scène, effectivement, elle est importante. Elle donne une espèce comme ça d'accès au personnage direct. C'est un moment où on découvre le personnage principal dans un moment de détresse, de grande vulnérabilité, et qui est accentué évidemment par le fait qu'il est pratiquement nu dans cette chambre d'hôtel, et on le voit dans un moment comme ça, et on le reverra pratiquement pas jusqu'à la fin du film dans un tel état d'intensité émotionnelle, quoi. Donc c'est aussi un marqueur important dans le film, puisqu'après le personnage va traverser tout le film avec une espèce d'air un peu hagard, un peu perdu, un petit peu à côté de toutes les situations, un peu à côté des autres, et finalement ça va être un chemin pour qu'il rejoigne, en fait, au début du film il est quitté par quelqu'un, il quitte un homme, et à la fin il en retrouve un, quoi. Donc il y a quelque chose il y a un parcours comme ça que le film fait, qui est émotionnel, qui est très beau, quoi, mais qui tient pratiquement juste sur une seule note qu'on a au début et qu'on retrouve à la fin, quoi. Sí, un poco termina como empieza el personaje, pero llorándole en vez de un amor a una madre. Sí, me parece que el recorrido, no sé cuánto se transformó él, pero sí entiendo que hay algo de ese recorrido que también a veces es quedarse en el mismo lugar, es parte de un crecimiento a veces. No necesariamente siempre los crecimientos tienen que ser progresivos, me parece. Oui, tout à fait. Le début et la fin sont très similaires dans cette scène où il pleure avec sa mère. Donc je ne sais pas jusqu'à quel point c'est une transformation, parce que parfois rester au même endroit, c'est déjà avoir évolué. Évoluer, ça ne veut pas forcément dire faire un parcours différent. Est-ce que vous avez des questions, des réactions dans la salle? Oui. Merci. D'abord, merci. C'est vraiment un super beau film, je trouve hyper délicat. J'ai vraiment aimé aussi tout ce qui ne se dit pas. Et pour moi, c'est vraiment un film qui est basé là-dessus, sur le fait de ne pas dire, mais de juste par des petites choses, de montrer quels sont les rapports entre les personnages, et aussi le rapport avec le père, qui finalement on va découvrir à la fin. Et lui, le fils, il arrive parce que il arrive pour son père, évidemment. Et nous, en tant que spectateurs, enfin moi en tant que spectatrice, je me suis dit qu'on nous a emmenés voir le père par plusieurs séjours, par plusieurs incursions dans l'hôpital. Et qu'en fait, on va plusieurs fois à l'hôpital avant d'arriver vraiment à voir le père. Et il y a d'abord la mère qui s'est fait l'entorse, ensuite il y a lui avec sa minerve, et tous les deux complètement cabossés. Voilà, la fin est totalement décalée et en même temps profondément humaine et triste. Enfin, il y a ce décalage de l'humour et de la tristesse qui je trouvais hyper sensible, et ça m'a beaucoup touchée, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sí, para mí, que el padre no se lo vea en casi toda la película tiene que ver un poco con la muerte, que tampoco en ningún momento se habla de la muerte
Entonces, fue bastante cuestionado por los productores, pero yo estaba convencido que la muerte no es tan importante, que lo que es importante es el estado de duelo, porque si la muerte fuera tan importante, estaríamos todos, cada vez que muere alguien, tipo, tirados en el piso, no sé, como no podríamos seguir adelante. Entonces, como la muerte está mucho más presente de lo que pensamos en general, para mí eso me sorprendió cuando se me moría gente cercana, como decía, está todo el tiempo la muerte, es como que no esté. Entonces, bueno, gracias por la observación. Merci beaucoup déjà pour votre commentaire et pour votre observation. Pour moi, le fait de ne pas montrer le père, c'était une façon de représenter la mort, parce qu'elle n'est jamais, on n'en parle jamais vraiment dans le film. Et c'est d'ailleurs un choix qui a été remis en question par les producteurs qui ne comprenaient pas qu'on ne montre pas le visage du père. Mais pour moi, en fait, c'était une façon de dire que la mort n'est pas si importante que ça. Le plus important, l'idée centrale, c'est le deuil. Et parce que la mort, en fait, comment on sait que si elle était si importante que ça, on serait tous anéantis parce qu'on a tous perdu des êtres chers. Et alors que pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche. Et je me suis rendu compte, enfin, quand j'ai perdu, j'ai été confrontée à la perte d'être aimée, et je me suis rendu compte que la mort était vraiment omniprésente. Merci aussi pour ce très beau film. Vous avez parlé de l'importance d'avoir vécu soi-même ce que vous jouez, ce que vous interprétez. Et je voulais vous demander, je trouve que la mère est également extraordinairement forte et extraordinairement émouvante. Et je voulais savoir ce qu'elle aussi a vécu, enfin interprété quelque chose qu'elle a vécu, et comment vous avez choisi cette actrice fabuleuse, et je voudrais que vous lui transmettiez en tout cas mon admiration aussi. Rita Cortese se llama. Rita, yo escribí la película pensando en Rita y no la conocía. Cuando la escribí, cuando se la mandé, le mandé con una caja de bombones, de unos chocolates, y cuando recibió todo me llamó por teléfono y me dijo: soy Rita Cortese, me llegaron los bombones muy ricos, el guión cuando lo lea te cuento. Así que ese fue mi primer acercamiento con ella, le escribí una carta y le mandé todo eso. Y después durante 2 años, o sea, era mi única opción Rita. Si Rita me decía que no, por su cuerpo, por su volumen, por su tamaño de actriz, por su verdad, si Rita Cortese me decía que no, yo no tenía un plan B, no hacía la película. Entonces se la mandé sin tener... ¿querés decir eso primero? Se la mandé sin tener la certeza de la financiación, y nos empezamos a conocer y a generar un vínculo nuestro, sin ensayos. No ensayamos nunca con Rita, pero hablamos mucho sobre la muerte, sobre la vida, sobre cuando ella perdió a su padre, que era chiquita, que tenía 15 años, y sobre el estado de tristeza cuando alguien muere, o el estado de que todo siga adelante. Así que fue muy necesario entendernos, más que nada, porque entendió perfecto lo que quería contar. Ella en general compone personajes más italianos, más fuertes, más aguerridos. De hecho, ella está acá en una película que se vio acá en Francia mucho, que se llama Relatos Salvajes, Los Nuevos Salvajes creo que se llama acá, y que es la cocinera, no sé si la vieron. Entonces tiene una mirada y un corazón tan grande, Rita, que era la única que podía ser para mí esta madre. Alors, l'actrice en question s'appelle Rita Cortese, et j'ai écrit le scénario en pensant à elle, alors que je ne la connaissais pas. Mais pour moi, c'était vraiment la seule possibilité. Donc, je lui ai envoyé le scénario avec une boîte de chocolat. Elle m'a appelé en me disant merci beaucoup pour les chocolats, ils étaient délicieux. Pour le scénario, je te dirai plus tard. Et donc ça a été notre premier contact. Et pour moi, c'était vraiment, je n'envisageais aucune autre actrice de par son corps, sa présence d'actrice, la vérité qu'elle dégage. Pour moi, si elle me disait non, il n'y aurait pas de film, j'avais pas de plan B. Donc, surtout qu'à l'époque, on n'avait pas de financement au moment où je lui ai envoyé, mais on a commencé
On a appris à se connaître, on a commencé à se fréquenter, on n'a jamais fait de répétition. On a beaucoup parlé de la vie, de la mort. Elle m'a raconté qu'elle avait perdu son père à l'âge de 15 ans. On parlait de la souffrance de perdre un être aimé et de voir que tout continue, que la vie continue. Donc c'était surtout nécessaire de se comprendre avant ce film. Et Rita, pour les personnages, pour les Argentins qui la connaissent beaucoup, elle a l'habitude de jouer des personnages très italiens, très forts. Elle jouait le rôle de la cuisinière dans Les Nouveaux Sauvages, c'est un film argentin qui est sorti ici il y a quelques années. Donc voilà, de par son regard et son cœur, c'était vraiment l'actrice tout indiquée pour jouer ce rôle. En Argentina, una cosa más de Rita. En Argentina ella es muy famosa y es cantante de tangos. O sea, es muy distinta al personaje. Cuando vos la ves, vive sola en su casa, en una casa en San Telmo, que es un barrio muy tradicional de allá. Te tira la llave por el balcón y tiene como unos pelos canosos que no se tiñe hace 10 años más o menos, desde que murió su peluquero. Y es muy distinta al personaje, pero lo entendió perfecto. Tanto ella como la que hace de mi hermana también es cantante, Juliana Gatas, que es de un grupo de pop y es jurado del programa La Voz, The Voice, y es su debut actoral acá. Ella es como una especie de Lady Gaga en Argentina. Y la otra actriz, Antonia Segers, es una actriz chilena que quizás la conocen por las películas de Pablo Larraín. Y las tres me parece que entendieron sus personajes perfecto. Con cada una trabajamos distinto. Con Juliana ensayamos mucho porque no era actriz. Con Rita charlamos mucho y con Antonia aprendió el español de Argentina. Y son muy amorosas las tres. Está bien que lo diga. Et Rita Cortez, donc l'actrice qui joue le rôle de la mère, elle est extrêmement différente du personnage qu'elle joue dans le film. Elle est très connue, c'est une célébrité en Argentine. Elle est chanteuse de tango, elle habite à San Telmo, qui est un quartier traditionnel de Buenos Aires. C'est le genre de personne qui vous jette les clés de son appart depuis le balcon. Elle ne se teint jamais les cheveux depuis la mort de son coiffeur il y a 10 ans. Donc elle est très différente du personnage, mais elle a su l'interpréter vraiment et le comprendre à la perfection. Et après, les deux autres actrices principales, c'est Juliana Gatas qui joue le rôle de ma sœur. C'est une chanteuse pop, donc elle est jurée dans l'émission The Voice argentine. Et c'était la première fois qu'elle jouait dans un film. C'est un peu l'équivalent de la Lady Gaga argentine, mais elle s'en est très bien sortie. Et la dernière actrice s'appelle Antonia Segers. Vous la connaissez peut-être parce qu'elle a joué dans les films de Pablo Larraín. Et en fait, les trois ont vraiment compris leur personnage à la perfection. J'ai travaillé avec elles de manière extrêmement différente. Avec Juliana, on a beaucoup répété parce qu'elle n'était pas actrice. Avec Rita, on n'a pas du tout répété. Et avec Antonia, il fallait surtout lui apprendre à parler l'espagnol de Buenos Aires. Et les trois sont merveilleuses. Bonsoir. Merci beaucoup infiniment pour ce film. Il m'a fait énormément écho à différents points de vue, donc je vais essayer un petit peu de rassembler ma pensée. Il m'a énormément ému. Déjà, je rebondis sur les commentaires précédents. Les acteurs sont formidables, extrêmement touchants, et tout le casting dont vous venez de parler. Et je trouve que votre film montre à quel point les cheminements sont différents dans le processus du deuil, et notamment aussi quand on sait qu'on va perdre son proche, puisque votre papa dans le film est dans le coma. Et donc on voit, je trouve de manière extrêmement fine de votre part, comment chaque protagoniste fait avec cette perte qui est à venir. Et notamment aussi, ce que je trouve extrêmement comique et intéressant, c'est dans le traitement où vous arrivez pour l'enterrement de votre oncle, comment ça fait une sorte de répétition généralisée pour vous, que vous mettez en mots auprès de votre sœur et dans la voiture, mais comment ensuite, eh bien, le cheminement, il est le vôtre, il est celui de votre maman, de votre sœur. Et une phrase m'a marqué, et pourtant je ne l'ai pas retenue, mais quand votre maman, quand vous vous retrouvez à l'hôpital, tous les deux cabossés, et qu'elle vous dit que vous ne pouvez pas, votre personnage, pardon,
ne peut pas aller et revenir et se casser comme ça. Et je trouve intéressant de voir cette maman donc extrêmement attentive qui attend le retour de son fils pour pouvoir mettre fin à la vie de son mari qu'elle aime tellement. Donc là aussi c'est un cheminement pour elle et on voit à quel point elle est forte cette maman, cette femme, comment elle met fin à la vie de son amour. Et donc quand elle dit cette phrase-là à son fils, je trouve ça intéressant également parce que j'interprète, en plus je suis psy, que dans le processus du fils, il y a quelque chose où là c'est important d'aller et venir, d'être dans un certain évitement, d'être là et pas là, et de se casser littéralement que quelque chose, par exemple il avance, il passe son permis, mais il pète une première fois la voiture, une deuxième fois il a un accident, et comment grâce à ce coup du lapin, il peut enfin, cette troisième fois à l'hôpital, rencontrer son père. Voilà, excusez-moi d'avoir fait long. Il y a tellement de choses à dire. Votre film est merveilleux et je vous en remercie infiniment. Merci. Creo dos cosas. Me parece que todo lo que él hace para retrasar ese encuentro con el padre tiene que ver con que él va a tener que asumir un rol en la familia que no está tan preparado y no quiere. Entonces para mí hay algo del espejismo que vos decís que es una repetición que se ve tanto en el cementerio inicial como que hay algo que obvio se repite porque hay algo que es medio generacional que siempre se va a repetir, que es como que uno es niño y de repente sos adulto. Y creo que él, yendo y viniendo, nunca no termina de asumir ese rol de adulto. Esta semana en un festival de Suiza decían como que es un coming of age, y es un poco un coming of age, porque él tiene que tomar un rol que es ponerse las chinelas del padre, las ojotas del padre. Y no quiere ser el hombre de la familia, me parece. Y sí, eso por un lado. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que oui, tout ce que fait le personnage pour retarder le moment où il voit son père, c'est en fait ça montre parce qu'il sait qu'au moment où il sera confronté à la disparition de son père, il devra assumer un rôle qu'il n'a pas envie d'assumer, un rôle au sein de sa famille. Il ne sent pas prêt, du coup il n'a pas envie. Et il y a tout un tas d'effets de miroir, de répétition. On voit ça dans le cimetière, comme vous l'avez relevé très justement. Et en fait, c'est beaucoup d'aspects générationnels qui se répètent, qui sont toujours présents. On est un enfant et on devient adulte, et ça se répète à l'infini. Et lui, il ne veut pas devenir adulte. Et j'étais en Suisse récemment, on m'a dit que c'était un film coming of age story, un peu une sorte de film d'initiation. Et c'est un peu le cas, parce qu'il sent qu'à la disparition du père, il devra prendre sa place. Et il n'est pas prêt, il ne veut pas être l'homme de la famille. Sí, y algo más que quería decir que no me acuerdo. Je voulais aussi ajouter autre chose, mais je ne me rappelle plus. Y yo creo que de él cree que esperan de él algo que nadie está esperando. Como me parece que en la repetición de que le dicen, ya aprendiste a manejar, y que las mujeres están ilusionadas, hay algo que me parece que pasa con los hombres gays en las familias, que es que lo poco que pueden hacer heteronormativo, ojalá que lo hagan. Como si puede aprender a manejar, genial. Si le gusta un poco el fútbol, genial. Y me parece que él intenta eludir todo eso pensando que va a recaer sobre él una responsabilidad muy grande que nadie está esperando que él haga nada en particular. Es solo su propia cabeza que cree que tiene que estar haciendo más que el resto. Pero la verdad que lo único que tiene que hacer es vivir y atravesar el duelo como pueda, como la madre lo está atravesando, como la hermana lo está atravesando. Sí, eso. Et je pense que l'autre élément, c'est parce qu'il a l'impression que tout le monde attend quelque chose de lui, alors que c'est pas du tout le cas. En fait, il se crée des attentes lui-même dans sa tête. Et
par exemple, la question qui revient souvent, tu as appris à conduire, et les femmes de la famille à chaque fois sont très heureuses. Enfin, je pense qu'il se passe quelque chose dans les hommes gays en général, dans les familles. Quand ils développent le moindre talent qui soit ne serait-ce qu'un tout petit peu hétéronormatif, elles sont ravies. Que ce soit le fait de conduire ou d'aimer le foot, voilà, c'est toujours une très bonne nouvelle pour la famille. Et lui, il veut fuir, il n'est pas prêt à assumer des responsabilités imaginaires qu'il s'attribue à lui-même, et alors que la seule chose qu'il doit faire, c'est juste vivre sa vie, vivre son deuil de la même manière que sa mère et sa sœur le font. Bonsoir, merci. Bravo déjà pour ce film qui est vraiment un film vrai, je trouve. Et moi j'ai une question en tant que réalisateur. Comment avoir réussi ce film qui est un film qui parle d'homosexualité, etc., et qui surtout parle de deuil. Et souvent dans les films qui parlent d'homosexualité, on tombe vite dans les écueils du coming out, là, on parle également de la religion. Il y a plein de thèmes où souvent les films qui abordent le thème de l'homosexualité tombent dans des clichés absolus. Et justement là je trouve que dans ce film-là, ça pollue pas du tout l'idée même du film. Et donc en tant que réalisateur, comment réussir cet aiguillage qui est très réussi. Voilà, merci. Okay, gracias. Merci. Para mí era importante mantener el equilibrio entre lo homosexual, lo judío, la muerte, el duelo, lo argentino, y que no se trate de ninguna de esas cosas, porque creo que cuando uno está haciendo un duelo, nada es tan importante, y todo es muy importante, como que uno puede llorar porque se le cayó agua al piso, y quizás estás como duro cuando algo pasa grave. No puedo hablar, parezco un francés tratando de hablar español, pero soy argentino. Entonces, el equilibrio para mí era muy importante, que fuera esto, y no esto, y no esto, ni esto. Siempre esquivando los golpes bajos, que era como un norte para mí, y intentando como encontrarle cierta liviandad al drama. Por eso para mí es una tragicomedia, porque en ningún momento, me parece, hay gente que quizás llora y hay gente que quizás llora de risa, pero me parece que en ningún momento te parte el alma, porque el duelo, creo, en ningún momento te parte el alma. Eso es lo más doloroso, porque el duelo es constante, siempre. Entonces es mucho más enloquecedor estar tantos años duelando a alguien, que cuando alguien tiene un accidente, se muere, y ahí es tipo, bueno, no tenés ni tiempo a hacer el duelo. Pero cuando tenés tanto tiempo a hacer duelo, todo empieza a valer un poco lo mismo. Pour moi, c'était très important de garder un équilibre, de faire un film sur l'homosexualité, l'identité juive, le deuil, la mort, mais aussi l'Argentine. Donc évoquer tous ces thèmes, mais ne pas être trop centré sur aucun des deux en particulier. Et le deuil, c'est à la fois quelque chose enfin, c'est un moment où rien n'est important, mais en même temps, tout est important. On peut se mettre à pleurer parce qu'on a renversé un peu d'eau, et en même temps, on peut rester de marbre face à un événement grave. Donc c'était très important pour moi de garder cet équilibre, et j'avais une vision très précise de ce que je voulais. Je voulais éviter tous les écueils et donner au film beaucoup de légèreté. Et c'est pour ça que je pense que même si c'est un drame, et c'est pour ça que je pense avoir fait une tragicomédie. Donc il y a des gens qui pleurent de douleur, d'autres qui pleurent de rire, mais je pense que personne ne ressort totalement brisé. Et en fait, le deuil, si on perd quelqu'un en une fraction de seconde face à un accident, et que tout est foudroyant et que se passe sur le moment, c'est pas du tout la même chose que si c'est un deuil qui est vécu sur plusieurs années, sur le temps long, et je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? Peut-être pour conclure, Yair, est-ce que tu peux nous raconter quels sont tes envies, tes projets pour la suite? Est-ce que tu as envie est-ce que sur des prochains projets, est-ce que tu veux
retrouver par exemple ce personnage que tu as incarné dans ce long métrage? Est-ce que tu vas repartir dans des directions très différentes? No, este personaje no lo quiero hacer más, porque me pasa mucho que me dicen, es una autobiografía, o me dicen, es un alter ego, o sos vos. Y yo no soy muy parecido a este personaje, creo. Entonces no quiero que se confundan más. Y, eso por un lado. Non, je ne veux pas faire ce personnage à l'avenir. Les gens disent souvent, oui, c'est une autobiographie, oui, c'est ton double. Alors que non, ce n'est pas moi, je suis très différente du personnage et je veux mettre fin à la confusion. Y de los proyectos a futuro, lo que puedo decir es que en Argentina estamos viviendo el peor momento del cine, que han cortado todos los posibles subsidios o colaboraciones con los nuevos directores. Entonces es imposible, es literalmente imposible hacer una película hoy en Argentina siendo un director emergente. Yo tengo la suerte de tener ciertos contactos con empresas, Netflix o Amazon, pero la gente que viene de abajo, digamos, como que está empezando, la tiene muy difícil. Entonces es un momento muy crítico para el cine nacional. No hay esperanza, no es esperanzador y es muy difícil pensar en el futuro de esta manera. Le deuxième point, c'est qu'en ce moment, l'avenir du cinéma argentin n'augure rien de bon. La situation actuelle est extrêmement mauvaise. En fait, on est dans la pire conjoncture qu'ait vécu le pays. Il n'y a absolument aucune aide, aucune subvention pour les nouveaux réalisateurs. C'est littéralement impossible de faire un film pour les réalisateurs émergents. Donc moi, j'ai la chance parce que j'ai des contacts auprès d'investisseurs privés, donc Amazon, Netflix, etc. Mais un réalisateur qui commence, pour lui, ça sera extrêmement dur et il n'y a vraiment pas d'espoir. L'avenir a l'air très sombre. Bueno, c'est une note qui ressemble un peu au mood du film. Donc on peut peut-être terminer. es peor que la película. C'est pire que le film. Oui, c'est bien pire, bien sûr. Mais tout de même, pour terminer, peut-être justement parler juste du dernier plan du film qui est vraiment très beau. C'est que moi, avec cette espèce de portrait où à deux, où le personnage que tu interprètes et sa mère sont réunis dans un même plan. Et c'est vraiment ce moment, ce bref échange qu'ils ont, et le moment où la mère éteint la lumière et s'endort, et où ton personnage, lui, se lève et sort du lit, et le fait qu'on reste un moment avec la mère qui est en train de s'endormir, produit quelque chose aussi, nous laisse avec cette préscience comme ça, que dans cette espèce de tranquillité, de sentiment d'apaisement et de réunion très tendre entre le fils et sa mère, qu'il y a quand même la disparition de la mère qui arrive avec ce moment où elle est endormie, où elle est assoupie, immobile, qu'elle ne bouge plus dans le lit. On pense aussi à ça. Et c'est vrai que ce dernier plan, je trouve, est très très fort parce qu'il est vraiment pris dans ces deux mouvements, quoi, d'être à la fois plein de vie et en même temps de quand même dire il y aura la mort quand même au bout, quoi. Et ça, c'est assez fort de terminer le film sur cette image. Oui. Yo creo que cuando se muere el amor de la vida de una persona, se muere un poco esa persona también. Y creo que la madre, el hijo tiene ese miedo todo el tiempo con la madre y finalmente ese miedo se hace realidad. Y es que la madre a partir de ahora va a estar un poco más muerta. Que es el miedo que también ella tenía. Y finalmente sucede. Y bueno, y aunque suceda hay que seguir.
y el hijo también entiende un poco eso, que aunque la madre entre en una nueva etapa del final de su vida, él va a tener que seguir de alguna manera. Oui, pour moi, je pense qu'une fois qu'une personne a perdu l'amour qu'elle a pour la vie, cette personne ne va pas tarder à mourir. Et le fils avait très peur que ce soit ce qui arrive à sa mère, et finalement, c'est ce qui se passe. Il sait que sa mère, à partir du moment où son père n'est plus là, elle va mourir d'une certaine façon. Et elle-même, elle avait peur de ça. Mais voilà, leur pire prédiction se réalise, mais il faut quand même aller de l'avant. Donc le fils comprend que même si ça sera l'étape finale, pour sa mère, il faudra faire avec et il faudra continuer. Merci beaucoup, Yann. Merci, gracias a todos. Y la película va a estar ahora aquí en MK2. ¿no? Ici et au reflet Médicis. N'hésitez pas à conseiller à vos proches de venir ici.